La plupart des gens se rendent à l'hôpital en voiture. Parfois c'est nécessaire, c'est sûr, mais pas forcément tout le temps. Moi je suis venu à vélo. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Je me trouve dans la salle d'attente du service de gastro-entérologie de l'hôpital Erasme. J'ai rendez-vous avec le professeur Anne Demols, c'est une experte en matière de cancer digestif. Je l'ai déjà rencontrée. Cette fois, je souhaite lui parler du carcinome hépatocellulaire. C'est un cancer du foie. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec le professeur Demols. Oui, j'ai des personnes pour toi pour le podcast. Ok, ça va, je te les envoie. Ils sont 3 personnes. Hein. Bonjour, professeur Demols, je suis Patrice Enchantée. Goldberg. Bienvenue. Moi, je suis Anne Demols, je suis oncologue digestif. Je travaille à l'hôpital Erasme et à l'Institut Jules Bordet, qui sont maintenant devenus une seule entité qu'on appelle le HUB, donc Hôpital Universitaire de Bruxelles. Et donc, je m'occupe plus particulièrement des patients avec des tumeurs du tube digestif et particulièrement des patients avec des tumeurs des voies biliaires. Alors pourriez-vous commencer peut-être par rappeler, non pas le rôle, mais les rôles du foie dans le corps humain ? Alors, le foie, c'est un organe évidemment très important. On dirait que c'est un peu la machinerie de détoxification de beaucoup de choses et de production aussi de beaucoup de choses très utiles à notre survie. Si on n'a plus de foie, on meurt en fait. Oui, c'est un organe vital. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que le carcinome hépatocellulaire, donc qui est un type particulier de cancer du foie ? Alors, l'hépatocarcinome ou carcinome hépatocellulaire, c'est en fait la tumeur la plus importante dans les tumeurs du foie. Elle représente à peu près environ 90% des cas de tumeurs du foie. Alors, c'est une tumeur qui se développe au départ des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Et donc, c'est en fait ces hépatocytes qui finissent par subir une mutation qui vont faire qu'elles vont devenir en quelque sorte immortelles et former ce qu'on appelle cette fameuse tumeur du foie. Et comment peut-on déterminer qu'on a un cancer du foie tel que celui-là ? Quels sont les symptômes, on va dire, qui peuvent alerter ? Alors, en général, les patients qui développent une tumeur donc du foie type hépatocarcinome sont en général des patients qui ont déjà une maladie du foie. C'est très souvent des patients qui ont déjà soit une cirrhose, soit des hépatites virales B ou C chroniques. Donc, en général, ce sont déjà des patients qui, normalement, ont un suivi pour ces maladies chroniques du foie. Mais ça peut aussi se développer plus rarement chez des patients qui n'ont pas du tout de facteur favorisant de cette tumeur ou qui ont un facteur favorisant mais qui n'est pas connu. Alors au départ, les symptômes sont pas très très spécifiques, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a ce symptôme qu'on a une tumeur du foie. On peut avoir simplement de la fatigue, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, un gonflement du foie, on sent une masse dans l'abdomen, ou certains patients ont de l'eau qui s'accumule dans le ventre, ce qu'on appelle de l'acide ou de l'eau dans les jambes, qui sont des signes en fait de malfonction du foie. Et chez certains patients, on peut aussi, quand le foie ne fonctionne plus bien, soit déjà parce que le foie a été abîmé au départ par la maladie chronique ou parce que la tumeur envahit fort le foie et dégrade la fonction, les patients peuvent avoir ce qu'on appelle un ictère, donc devenir jaune en fait, une jaunisse. Et y a-t-il des facteurs de risque particuliers qui exposent à ce genre de cancer et sur lesquels on peut agir ? Alors, l'hépatocarcinome, ça ne veut pas toujours dire que consommation excessive d'alcool. Donc, les facteurs favorisants sont les maladies chroniques du foie. Donc, en numéro 1, effectivement, ce qu'on appelle la cirrhose, oui, mais qui n'est pas que liée à l'alcool. On peut développer une cirrhose suite à, par exemple, des hépatites B et C chroniques ou certaines maladies métaboliques rares de stockage dans le foie. Donc, cirrhose, c'est pas toujours cirrhose liée à l'alcool. Il y a d'autres types de cirrhose. En général, les patients qui ont une cirrhose sont suivis
en consultation, soit par leur généraliste ou un gastro-entérologue. Et on sait que dans ces cas-là, il faut faire des examens de dépistage. Donc normalement, les patients qui sont suivis de façon régulière, ils ont déjà des examens de dépistage, donc des dosages sanguins particuliers, une échographie. Tout ça est bien déjà démontré, caractérisé. Alors, il y a aussi des patients qui sont beaucoup plus à risque, ce sont les patients qui ont des hépatites B ou C chroniques. Alors là, parfois, c'est pas du tout connu. Donc, on peut tout d'un coup découvrir un hépatocarcinome chez quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait une hépatite chronique. Oui. Donc, les patients qui sont suivis pour les hépatites chroniques, ben évidemment, eux aussi, ils ont un suivi régulier et donc qui permet de dépister plus rapidement. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui sont liés vraiment au mode de vie, qui sont en fait l'inflammation du foie par des dépôts de gras dans le foie, ce qu'on appelle la stéatose, c'est très technique. Mais donc les facteurs, c'est l'obésité, très importante, la consommation d'alcool, le diabète. Donc il y a parfois des patients qui ont ces inflammations du foie liées aux dépôts de graisse, mais qui ne savent pas qui ont cette maladie. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur de risque très important. Est-ce qu'il y a aussi des éléments de type âge ou genre ou origine génétique et ce genre de choses ? Pas vraiment, parce que par exemple pour les hépatites B et C, bien on sait que par exemple en Afrique, les patients sont contaminés très jeunes, donc ils peuvent avoir l'hépatocarcinome à 25-30 ans. Que chez nous, en Europe, on aura plutôt des gens un peu plus âgés qui ont une cirrhose et qui s'est développée au fil du temps, et chez qui on va découvrir l'hépatocarcinome plus vers après 50 ans, parce que c'est l'histoire un peu naturelle de la maladie. Alors en Afrique, il y a aussi, par exemple, certaines toxines qui font développer des hépatocarcinomes. Donc l'âge est vraiment lié à la cause sous-jacente, en fait. Et puis à un moment donné, il y a le diagnostic qui arrive. Oui. Et donc que se passe-t-il au moment du diagnostic et comment est-il confirmé, avec quel type d'examen ? Alors il y a évidemment une différence entre les patients qui sont déjà suivis pour un problème chronique du foie. Donc eux, ils ont déjà plus l'habitude de venir à l'hôpital, de faire des examens. Ils savent pourquoi on fait les examens. Ils savent qu'il y a un risque, en fait. Voilà. Oui. Donc eux, je vais pas dire que l'annonce est beaucoup plus simple, pas du tout. Mais eux, ils sont déjà dans un processus de suivi habituel. Et donc, ce sont des patients qui ont déjà plus l'habitude de venir à l'hôpital. Pour les patients chez qui on découvre un peu, comme on appelle ça, dans un ciel serein, donc ils s'attendaient pas du tout à une maladie du foie ni à un cancer, mais évidemment c'est toujours plus compliqué. Et souvent ces patients malheureusement arrivent aussi à un stade plus avancé que les patients qui sont dans un suivi habituel. Puisque les symptômes arrivent parfois très tard et quand c'est parfois déjà un stade où... Métastasé. Voilà, par exemple. Mais est-ce que il y a des examens, et surtout quels sont ces examens par rapport à ce type de cancer ? On fait toujours une prise de sang dans tous les bilans un peu de maladies chroniques ou même de nouveaux diagnostics. Dans cette prise de sang, on va avoir des perturbations, souvent des tests hépatiques, qui sont liées à la tumeur elle-même, mais aussi, si le patient a déjà une maladie du foie connue, ça peut aussi donner des perturbations qui se surajoutent. Bien sûr, dans la prise de sang, oui. Alors, on peut avoir des signes dans cette prise de sang que le foie fonctionne moins bien. Donc, on voit que le foie produit moins de choses, par exemple, moins de protéines, moins de facteurs de coagulation. Ça, on peut le voir dans la prise de sang. Et très souvent, cette tumeur aussi exprime un facteur de croissance très particulier qu'on appelle l'alpha-photoprotéine et qui peut nous aider aussi à faire le diagnostic et puis après le suivi de la maladie. Puis il y a des examens complémentaires, de vérification, exactement, de confirmation, c'est ça ? Donc les patients qui sont dans un programme de suivi, souvent ils ont une échographie simple du foie, on peut déjà voir qu'il y a quelque chose d'anormal, mais le meilleur examen ce sera la résonance magnétique nucléaire ou l'IRM, puisqu'elle va vraiment nous montrer des caractéristiques très particulières de cette tumeur en termes de vascularisation, d'aspect en fait pour le radiologue. Il y a des tas de critères qui vont pouvoir dire ça, on est sûr quasi à 100%
que c'est un hépatocarcinome. Et puis cette résonance va aussi nous montrer l'extension de la tumeur dans le foie, si elle envahit les vaisseaux autour, parce que ça peut être vraiment le cas très souvent, et si elle a donné des métastases intra-abdominales. Qui peuvent être encore lointaines aussi. Qui peuvent être lointaines, donc ça peut être dans l'abdomen, mais ça peut être aussi dans les poumons et aussi dans les os. Donc on doit faire aussi, par exemple, un scanner du thorax et une scintigraphie des os. Et comment les patients vivent-ils tous ces examens ? Les patients, évidemment, ceux qui sont déjà pris dans un processus chronique, je dirais qu'ils ont déjà plus une habitude de réaliser les examens que les patients avec un nouveau diagnostic. C'est souvent plus traumatisant, plus compliqué à expliquer. Donc, évidemment, oui, quand on se fait annoncer un cancer, c'est sûr que c'est un gros choc et que c'est pas facile. Mais il y a le traitement qui apparaît derrière le diagnostic, en tout cas le traitement potentiel. Donc, comment décide-t-on quel traitement va pouvoir bénéficier à tel ou tel autre patient ? Alors là, on va devoir tenir compte de 3 choses vraiment très importantes et différentes. La première chose, c'est vraiment la tumeur en elle-même, c'est-à-dire qu'on va réaliser ce qu'on appelle un bilan d'extension, qui est en fait un peu une cartographie de l'étendue de la tumeur. Donc déjà, on va regarder l'extension et la taille de la tumeur dans le foie, si elle est plus ou moins grosse, s'il y a des nodules associés, si elle a envahi déjà une grosse veine de l'abdomen qu'on appelle la veine porte, et si elle a donné des métastases à distance. Donc, ça va nous permettre de catégoriser les patients en plusieurs catégories de traitements qu'on pourrait donner. Donc, des patients qu'on pourrait opérer, par exemple, quand la tumeur est localisée. Des patients chez qui l'extension est trop grande pour une opération, mais qui pourraient avoir un traitement qu'on appelle ça locorégional, c'est-à-dire qu'on traite localement la tumeur. Comment traiter, ça veut dire, dans ce cas-là ? Ça veut dire, il y a plusieurs types de traitements locorégionaux. On ne peut pas l'enlever. Non, mais on peut donner, par exemple, de la chimiothérapie dans les vaisseaux nourriciers ou de la radiothérapie, par exemple. Et enfin, pour les patients qui ont des métastases à distance, là, on est parti sur ce qu'on appelle des traitements systémiques. Donc, soit des médicaments par voie orale ou par voie intraveineuse avec des nouvelles combinaisons, puisque là, on a vraiment bien évolué aussi ces derniers temps dans les traitements de l'hépatocarcinome. Donc ça, c'est pour la première chose, et puis il y en avait le deuxième et troisième. Donc la deuxième chose, c'est le patient lui-même, puisqu'évidemment, on doit évaluer l'état général du patient, puisqu'en général, comme je vous l'ai dit, c'est des patients qui ont déjà des maladies chroniques, donc ils sont parfois en moins bon état général que les autres patients. Et pour pouvoir donner un traitement, on doit savoir si le patient est capable de le supporter. Donc, par exemple, être bien investigué s'il a d'autres maladies, la condition physique. Et par exemple, dans certains cas, des médicaments sont contre-indiqués si le patient a une maladie bien particulière ou il ne pourra pas être opéré si par exemple son cœur ne peut pas le supporter. L'anesthésiste va nous dire « Ok, vous voulez l'opérer, mais on ne peut pas ». Donc ça, c'est vraiment le deuxième facteur important. Pour les patients âgés, on va aussi demander aux gériatres de nous aider à mieux évaluer donc la personne âgée, son état général et ses comorbidités, avec vraiment toute une série de tests et de scores gériatriques qui vont nous dire « Tiens, ce patient, je peux le traiter comme s'il avait 50 ans, ou bien ce patient-là, non. » Ou pas du tout. Il vaut mieux ne rien lui faire parce qu'on va être trop délétère si on fait quelque chose. Et puis le troisième point, ça c'est vraiment lié à l'hépatocarcinome, c'est la fonction hépatique. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de ces patients ont déjà un foie qui est abîmé, soit par une cirrhose, soit par une hépatite chronique, eh bien leur foie à la base fonctionne déjà moins bien que le foie d'un patient normal qui développe une tumeur sans condition. Sans cirrhose ou sans hépatite. Oui. Et donc, chez certains patients, la fonction du foie est tellement détériorée qu'on ne pourra pas du tout leur donner de traitement systémique. Parce qu'en fait, on sait que les traitements seront trop toxiques pour eux puisque la fonction du foie est trop mauvaise. Donc, encore une fois, on peut avoir un patient à qui on veut proposer un traitement et on va dire « Ah ben non, je ne peux pas parce qu'en fait, il ne pourra pas le tolérer ». Donc, c'est vraiment ces 3 gros éléments
qui vont nous permettre de décider. D'ailleurs, tous les traitements sont discutés dans ce qu'on appelle les concertations oncologiques multidisciplinaires, où il y a des oncologues, des chirurgiens, les gériatres, et on décide tous ensemble, avec tous les facteurs, de ce qu'on va proposer au patient dans son meilleur intérêt. Alors, quand vous avez un patient qui est diagnostiqué avec un cancer du foie, qu'est-ce que vous pourriez recommander à cette personne en priorité ? Donc, en priorité, c'est vraiment de poser toutes ces questions à son oncologue ou à son gastro-entérologue également. Surtout, ne pas hésiter à demander tout ce qui passe par la tête, même si parfois ça paraît bizarre ou débile, ou parfois les patients n'osent pas poser leurs questions, mais c'est vraiment important de le faire. Ne pas hésiter, si la première fois on a oublié de poser des questions, à les reposer les fois suivantes. Oui, voire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ou plusieurs fois. Pas de honte à ne pas comprendre tout de suite. Ou parfois, sous le choc, les patients, à la première annonce, ils sont tellement perturbés que ils sont sidérés, ils savent plus ce qu'ils doivent demander ou pas. Il leur faut le temps de réaliser. Donc, c'est parfois aux séances suivantes que les questions arrivent. Donc, ils peuvent aussi toujours se tourner vers leur médecin traitant, généraliste, qui en général les connaît bien et peut être vraiment une très bonne aide et un très bon soutien. Exactement. Alors, il y a aussi à l'hôpital ce qu'on appelle les infirmiers ou infirmières coordinateurs de soins en oncologie, qui sont quelque part les coachs du patient, qui sont vraiment un relais entre l'oncologue et le patient ou la famille. Un petit peu, voilà. Oui. Donc, ils ou elles sont vraiment présents avec nous aux consultations. Elles répètent les consignes aux patients. Elles peuvent aider les patients. Les patients peuvent les appeler en dehors des consultations pour avoir des conseils, des avis. Donc, c'est vraiment une personne clé dans la prise en charge du patient oncologique. Sans oublier les psychologues, diététiciens et autres, j'imagine. Oui, bien entendu, on a besoin de beaucoup d'autres intervenants, comme les psychologues qui peuvent aider les patients et les familles, les diététiciens, diététiciennes pour tout ce qui est conseil nutritionnel, les kinésithérapeutes pour le sport, la remise en forme, les assistants sociaux, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on a vraiment besoin de toute cette pluridisciplinarité pour la prise en charge du patient. Alors, vous avez cité la pratique du sport. Alors, justement, les gens qui ont ce type de cancer du foie, donc le carcinome hépatocellulaire, est-ce qu'ils peuvent continuer des activités sportives ? Alors, évidemment, c'est recommandé, puisque c'est déjà démontré dans d'autres tumeurs que faire du sport, ça améliore la qualité de vie. Ça aide les patients à se sentir mieux, à mieux supporter les effets secondaires. Et dans certaines tumeurs, on a démontré aussi que, par exemple, faire du sport diminue les risques de récidive après une opération. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Évidemment, il faut adapter le niveau de sport à l'état général du patient et à l'âge. C'est pas forcément du sport de compétition, on parle d'activité physique. C'est simplement parfois de la kinésithérapie passive à la maison pour des patients qui ont une fonction du foie très altérée et qui sont parfois simplement gênés bêtement dans les mouvements par le volume de l'abdomen ou de l'œdème dans les jambes. Donc, il faut vraiment adapter le niveau, évidemment, faire attention. Auriez-vous un dernier conseil pour les patients diagnostiqués avec un cancer du foie, ce type de cancer du foie ? Mais vraiment, pas hésiter à poser toutes leurs questions à tous les professionnels de la santé. Surtout, éviter de se laisser entraîner par des choses qu'on lit parfois sur Internet qui sont pas du tout adaptées, voire même complètement contre-indiquées. Et ne pas hésiter à poser vraiment les questions et de s'adresser vraiment aux professionnels. Et les conseils ou recommandations que vous donneriez pour les personnes qui entourent le patient, ce qu'on appelle les accompagnants proches ? Donc, pas hésiter non plus à poser toutes leurs questions à l'oncologue ou aux autres intervenants du trajet de soins, sûrement pas. Et eux peuvent également se faire aider
notamment par des consultations de psychologie qui sont vraiment adaptées aux familles ou aussi aux enfants des patients. Donc il y a par exemple, nous ici à l'hôpital, on a des consultations spécialisées pour les familles et les enfants des patients qui ont un cancer. Donc vraiment pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup, professeur de Mols, pour toutes ces infos. C'est sans aucun doute très utile pour les patients. Merci à vous. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer ? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.